Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 14 juillet 2026 et notre cher ami Larry Wilkerson est avec nous. Tu n'arrivais pas à te souvenir de mon nom, hein? Tu profites de la vie, non? Oh, pas forcément. Laisse-moi t'expliquer. You've been enjoying your life. Yeah. Oh, not necessarily, let me tell you. J'ai transpiré pendant l'électrocardiogramme. Yeah. Larry, the fight is going on in Larry, les combats se poursuivent en Asie de l'Ouest. Les États-Unis vont de nouveau entrer en guerre. Le blocus, comme Donald Trump l'a annoncé hier, va être rétabli. Et l'affrontement continue entre l'Iran et les États-Unis. Il y a eu de nombreuses cibles la nuit dernière et la nuit précédente, dans le sud et l'ouest de l'Iran. Hier, on a vu beaucoup de vidéos en provenance d'Iran. En revanche, on n'a pas eu grand-chose venant de Jordanie, du Koweït ou de Bahreïn. Et l'une de ces vidéos d'Iran montrait une explosion dans la région de Sirik. Oui, on voit bien la déflagration dans la zone de Sirik, dans le sud du pays. happening in the Syriac area, in the southern part of Iran. I'm going to bring up the map here. Je vais afficher la carte pour qu'on voit quels ont été les objectifs jusqu'à présent. Les cibles de la nuit dernière sont indiquées ici sur cette carte. Et comme vous pouvez le voir, dans le sud de l'Iran, à l'est et à l'ouest du détroit d'Ormuz, on a Bandar Kangan et Bandar Abbas, l'île de Keshm, la région de Sirik, Jam, Jask et Konarak. Ce sont les lieux qui ont été visés la nuit dernière. Et puis on avait aussi la carte de la nuit précédente, celle qu'ils avaient utilisée. La nuit dernière, c'était essentiellement des avions de chasse qui sont allés frapper les cibles. La nuit d'avant, c'était surtout des attaques menées avec des systèmes HIMARS depuis le Koweït et Bahreïn. Comme vous le voyez ici, les cibles et même le schéma des frappes sont complètement différents de ceux de la nuit précédente. Tout tournait autour de la partie ouest de l'Iran, avec l'utilisation des HIMARS au Koweït. Et à Bahreïn, ils ont frappé des cibles proches du golfe Persique, près du détroit d'Ormuz. C'étaient les cibles choisies par les États-Unis. Ensuite, on a eu la riposte iranienne ici, et dans l'ensemble, ils se sont surtout concentrés sur des zones en Jordanie, notamment l'aéroport. Oui, ici en Jordanie, ils ont frappé les HIMARS au Koweït, à la frontière entre l'Irak et le Koweït. Et la 5e flotte à Bahreïn a été touchée. On a aussi eu la base aérienne d'Al Udeid au Qatar et 2 points importants à Oman, qui n'étaient pas auparavant des cibles iraniennes. Ils ont donc décidé de modifier leurs objectifs en ce qui concerne Oman. Le seul pays qui n'avait pas été attaqué pendant les 40 jours, ou plutôt les 39 jours de guerre, c'était Oman. Et là, ils ont frappé le radar américain à longue portée, ainsi que le port logistique de la marine américaine à Duqm, en Oman. Et maintenant, on a aussi des images qui viennent de Jordanie, parce que d'après ce qu'on a vu dans les annonces du gouvernement iranien, les cibles principales en Jordanie, c'était la piste de commandement et de contrôle de la base aérienne américaine, et l'autre, c'était un des abris à drones. Tout ça, c'était dans la nuit d'avant-hier. Mais hier soir, on a commencé à voir des images sortir. Alors la question c'est, que se passe-t-il avec le système de défense aérienne? Regarde ces images, Larry. On voit l'intercepteur monter pour frapper le missile, et on voit le missile passer à côté et toucher la cible. Il n'y a aucune interception dans cette vidéo. Pendant plus d'1 minute, au moins 4 missiles atteignent leur cible en Jordanie, et aucun n'est intercepté dans cette séquence. Et voilà l'autre, c'est le 2e. Les intercepteurs se déclenchent, et voici le 3e. Oui, et là, le 4e. Yeah, here is the 4th.
There was no interception. Il n'y a pas eu d'interception. La dernière fois que j'ai parlé avec le professeur Ted Postol, il m'a dit que l'efficacité ou le taux d'interception du système Patriot était inférieur à 4%, 2%, 1%, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi parlé avec Andrei Martianov. Selon lui, on serait plutôt entre 20 et 30%. Et dans cette vidéo, on n'a vu aucune interception. Alors Larry, voilà où on en est maintenant. Quelle est ta compréhension de la situation? Et Donald Trump, en revenant sur la guerre, qu'est-ce qu'il ressent, selon toi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a une motivation militaire, stratégique, qui le pousse à vouloir revenir dans cette guerre? Franchement, Nima, je ne pourrais même pas commencer à te dire ce que ressent Donald Trump. Donald Trump est devenu une énigme. En plus d'être dérangé, en plus de souffrir clairement d'une forme de mégalomanie indescriptible, vu ce qu'il fait au monde et à ce pays. Mais revenons un instant en arrière. J'ai regardé toutes les présentations de Ted Postol 3 ou 4 fois. Ce qu'il dit et ce que je pense qu'il veut dire. Et là, on parle juste d'un petit aspect tactique de ce conflit. C'est que les PAC 2 et les PAC 3 ne servent à rien. Lockheed Martin et RTX, l'entreprise qui s'appelait avant Raytheon, essayent désespérément de cacher ça. Ils mentent effrontément. Les PAC 2 et les PAC 3, pour intercepter des missiles balistiques sophistiqués ou simplement des missiles balistiques, ne sont tout simplement pas efficaces. En d'autres termes, ils n'ont pas de contre-mesures ni d'action possible pour déjouer un système de défense aérienne. Les PAC 2 et PAC 3 ne peuvent tout simplement pas les battre, point final. Je pense même que leur taux de réussite est inférieur à 4%. Lockheed Martin ne veut surtout pas que ça se sache. Les États-Unis non plus d'ailleurs. Surtout pas des gens comme Zelensky, ni des Européens qui continuent de le soutenir, alors qu'il prévoit de construire ces systèmes dans son propre pays à un coût énorme en temps et en effort. Et même s'il y parvenait, ce dont je doute fortement, il finirait par fabriquer un système déjà obsolète. Maintenant, regardons quelques aspects plus tactiques. Ils ne sont pas vraiment essentiels, sauf qu'ils montrent clairement le manque total d'une véritable approche stratégique de la part des États-Unis. HIMARS, le HIMARS, c'est tout un ensemble de systèmes. C'est un système de lance-roquettes multiples, capable d'atteindre 15 ou 20 km, et même plus avec des versions à plus longue portée. Et puis il y a l'ATAC-MS. L'ATAC-MS fait partie du même ensemble, tout ça fait partie du système HIMARS. Donc quand on parle de HIMARS, on parle en réalité d'une gamme d'armes qui vont du missile à l'artillerie, avec des portées allant d'environ 15 km jusqu'à 500 km pour l'ATAC-MS. Le problème, c'est qu'on ne parle pas du HIMARS de façon claire et distincte. On mélange tout un tas de choses différentes. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on utilise le HIMARS? Tout simplement parce qu'on n'a rien d'autre. On a des navires, NIMA, des navires en mission, qui naviguent avec leurs conteneurs vides, sans missiles à l'intérieur, parce qu'on n'a plus de missiles à y mettre. Réfléchissez à ça un instant. Pensez à d'autres menaces de ce genre qui pourraient se concrétiser autour de Taïwan, ou à d'autres situations, comme Poutine, qui deviendrait vraiment furieux en Europe et irait plus loin que ce qu'il fait en ce moment. Merci beaucoup. Il est en train de battre l'Ukraine à plate couture. On ne le devinerait pas en écoutant la propagande qu'on entend à Paris, à Berlin et partout ailleurs, y compris à Washington. Mais il est bel et bien en train de gagner, et de façon décisive. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette avance ne mette l'Ukraine tellement en difficulté que Zelensky finira probablement assassiné, chassé de la ville, ou je ne sais quoi. Franchement, je n'en sais rien. Mais tout ça, c'est du bricolage tactique, parce qu'il n'y a aucune approche stratégique.
Ni en Ukraine, il n'y a de véritable stratégie, à part la campagne de guerre psychologique qu'on mène à plein régime, ni en Asie du Sud-Ouest d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il existe une stratégie globale derrière Trump qui se demande « Pourquoi fait-on tout ça ?» Je pense que oui, probablement. Et selon moi, tout tourne autour de la Chine. Je l'ai répété tellement de fois, tout tourne autour de la Chine. L'idée, c'est d'essayer d'atteindre la Chine de manière indirecte, disons, et très imparfaite, pour contrer ce qui devient de plus en plus le géant mondial que les États-Unis vont devoir affronter. Regardez simplement ce que fait la Chine en ce moment, par exemple, rien qu'avec les marchés pétroliers. La Chine est devenue, non pas parce qu'elle fait partie de l'OPEP, ni parce que c'est la Russie, les États-Unis ou l'Arabie saoudite qui produisent du pétrole et d'autres ressources de ce type, mais parce qu'elle est devenue un acteur déterminant sur le marché mondial du pétrole, sur les prix, les volumes, les délais et tout le reste, en tant que consommatrice hors pair. Et aujourd'hui, si elle décidait de poursuivre ses plans pour reconstituer ses immenses réserves stratégiques de pétrole, les marchés pétroliers seraient profondément perturbés. Pas à cause d'un pays producteur qui veut faire monter les prix, mais à cause d'un pays qui consomme le pétrole. Ajoutez à cela le fait que la Chine dispose désormais d'énormément d'énergie renouvelable et de tant de charbon en réserve qu'elle pourrait mettre sa consommation de pétrole en pause pendant un certain temps, sur le plan économique comme sur le plan stratégique, et dire au reste du monde « débrouillez-vous ». Nous avons toute l'énergie qu'il faut. Nous sommes autosuffisants. Ce que vous voyez, c'est le moteur économique du monde, qui vient de Pékin. Et nous, on se bat contre ça bec et ongle, à la fois en Ukraine, en Europe et en Asie du Sud-Ouest. Mais on le fait de manière incohérente, parce que Donald Trump ne comprend rien à tout ce que je viens de dire. Il agit à l'instinct, sans aucune préparation. Et ça se voit. Résultat, on n'a pas de stratégie. On est en train d'épuiser nos munitions, de perdre notre capacité à répondre à une menace sécuritaire si elle surgissait soudainement, et de manquer de soutien dans le monde. Parce que, soyons honnêtes, beaucoup de gens détestent nos tripes et n'en ont plus rien à faire du sort de notre empire. Regardez ce que Rubio fait au Venezuela. Regardez l'argent qu'on a volé à ce pays, plus de 300 milliards de dollars américains. En réalité, on dirige pratiquement ce pays avec Rubio dans le rôle de vice-roi. Faites attention, le Brésil, il pense à vous aussi. Attention, Cuba, vous êtes clairement dans sa ligne de mire. Voilà l'empire d'aujourd'hui, déchaîné à travers le monde, qui utilise son armée pour afficher cette arrogance, sans véritable stratégie cohérente, à part ces grands pontes là-haut, que Doug McGregor et d'autres appellent les mondialistes. Je pense qu'ils sont bien plus que ça. Ce sont, à mon avis, les vestiges des néoconservateurs. Les vestiges de ceux qui, depuis toujours dans ce pays, surtout au sein du Parti républicain, considèrent la guerre comme le principal instrument de la puissance et de l'hégémonie américaine. Et aujourd'hui, ils en ont fait l'instrument exclusif avec les sanctions. Ce qu'on voit là en est la démonstration. Alors quand on parle des systèmes HIMARS, des PAC 2 ou des PAC 3, c'est simplement le signe des difficultés dans lesquelles l'Empire se trouve. C'est aussi le signe d'un vrai manque de stratégie. Et c'est le signe de ce qui va se passer si on continue sur cette voie trop longtemps. Les conséquences seront très mauvaises sur le plan économique, pour le monde entier, et pour les États-Unis en particulier. Et à long terme, je pense que cela aura un impact majeur sur les élections de mi-mandat dans ce pays. Et si on n'était pas encore sur le point de voir une tentative de coup d'État, eh bien, on y est probablement maintenant. Mais je pense que ça va échouer. Je pense que ça va échouer dans une situation qui ressemblera à une guerre civile. Je ne sais pas à quel point cette guerre civile sera intense, mais je crois que ce sera dramatique pour l'Empire.
Et je pense que tout ça va atteindre son point de rupture très très bientôt. En ce moment, on ment sur l'inflation, sur le coût de la vie, sur la création d'emplois et sur bien d'autres choses. Mais Scott Besson ne pourra pas mentir éternellement. À un moment, le peuple américain va se réveiller, sortir et se rendre compte à quel point sa vie se dégrade. Quand le diesel viendra à manquer, quand les agriculteurs ne pourront plus semer, quand il n'y aura plus de maïs pour produire de l'éthanol, toutes ces choses qui doivent se dérouler dans un certain ordre et réussir pour que tout tienne debout. Eh bien, quand elles commenceront à échouer, les choses vont très vite mal tourner. Voilà où nous en sommes. Alors, je déteste le dire, mais parler des HIMARS, de Bandar Abbas contre Ispahan ou peu importe, c'est absurde. Ce n'est pas absurde pour les Iraniens qui se trouvent de l'autre côté de ces bombes, bien sûr. Mais ça l'est si on regarde le tableau d'ensemble, ce qui arrive à l'Empire et par extension aux problèmes de cet empire dans le monde. Et ça ne va pas être joli. D'ici un mois ou deux, la situation sera très différente. De façon spectaculaire, je pense, à moins qu'on change de cap tout de suite. Et je ne vois pas Donald Trump faire ça. Je ne le vois pas le faire en Europe, ni en Asie du Sud-Ouest, ni sur le plan intérieur. Je le vois se refermer, devenir encore plus confus et de moins en moins capable d'avoir une pensée stratégique qui ait vraiment du sens. Et voilà le plus intéressant. Laissez-moi vous ramener à un appel téléphonique que Colin Powell a reçu quand il était chef d'état-major interarmée. Cet appel venait d'un membre très influent du comité sénatorial des forces armées à l'époque, Chuck Hagel, qui deviendrait plus tard l'un des secrétaires à la défense d'Obama. Cet appel, c'était Chuck Hagel qui parlait au général Powell de la liste qu'il avait sous les yeux sur son bureau. Ces listes, c'étaient celles des généraux 3 étoiles à promouvoir et des 4 étoiles à promouvoir, les 3 qui allaient passer 4 et les 4 qui allaient figurer sur la liste. Et Hagel a dit à Powell, « Je ne vois pas un seul nom sur cette liste que je nommerais à la tête d'un commandement unifié ou comme chef d'état-major d'un service, encore moins pour te remplacer comme président ou pour occuper un autre poste important de général 3 ou 4 étoiles. Je ne vois pas un seul nom. Qu'est-ce qui ne va pas, Colin? » Et ils ont eu une longue discussion sur la façon dont les armées, toutes les armées, sans exception, avaient mis en place, à part la garde côtière, et je pourrais en parler si tu veux, mais toutes les autres avaient créé un système qui promouvait des gens incompétents. Incompétents dans la conduite de la guerre, incompétents sur le plan éthique, incompétents dans tout ce qui, normalement, donne à un général ou à un officier supérieur une chance d'avoir un avenir utile pour son pays. Il n'y en avait tout simplement pas. C'est exactement ce que Chuck Hagel lui disait. Et aujourd'hui, on en paye le prix fort. À ma connaissance, il n'y a plus personne qui n'ait pas été viré. Un vice-amiral de la marine, un général 2 étoiles de l'armée, un général 4 étoiles de l'armée qui suivait la ligne jusqu'à ce qu'il soit renvoyé, Randy George. Et c'est seulement après qu'il a commencé à parler. Mais sinon, personne ne dit rien. Kane, à ce que je vois, ne dit rien non plus. Il suit le mouvement. Hegseth lui dit ce qu'il peut dire et ce qu'il peut faire. On est condamné au sein du département de la guerre à la bêtise pure et simple. Je n'invente rien. C'est vraiment à ce point-là. C'est la fin totale de toute pensée stratégique rationnelle en ce qui concerne notre appareil de sécurité, du moins d'après ce que je peux voir. Il n'y a plus personne qui réfléchisse de manière rationnelle, qui anticipe, qui pense au bon moment, ni qui pense stratégiquement. On va en voir de plus en plus, c'est sûr. Cette situation dans le Golfe va continuer, que ce soit avec le passage nord, le passage sud, ou la proposition du Qatar d'un passage central, qui de toute façon ne passera jamais avec l'Iran. Et pendant ce temps, on aggrave la situation au Liban, qui, malgré les discussions, je crois qu'elles se tiennent en Italie,
n'avance absolument pas, parce que Netanyahou ne veut pas que ça avance. Aujourd'hui, Netanyahou est concentré sur une élection qui, de plus en plus, ressemble à une défaite annoncée. Et chaque jour qui passe, il agit de manière plus désespérée, plus risquée, parce qu'il a une peur bleue de perdre. Bref, on est dans une situation mondiale prête à exploser, menée par l'Asie du Sud-Ouest et par l'incohérence totale de ce que font les États-Unis là-bas. Utter incoherence of what the U.S. is doing there. What is the difference this time? Quelle est la différence cette fois-ci par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre des 40 jours? Les États-Unis reviennent sur le devant de la scène, avec le blocus, avec les attaques. Est-ce que vous voyez un changement dans leur stratégie en ce moment? Any sort of change in their strategy right now? I see dramatic change coming, I think. Je pense qu'un changement spectaculaire est en train d'arriver. Et je crois que vous venez de montrer des images qui annoncent justement ce changement. Ce que je veux dire, c'est que l'Iran est en train d'y aller à fond, si je puis dire, en visant d'autres cibles bien plus importantes et stratégiques. Par exemple, celles en Arabie Saoudite, qui pourraient retirer instantanément environ 12 à 15% du pétrole du marché. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le secteur pétrolier qui observent tout ça sous différents angles. Mais c'est clairement le scénario le plus spectaculaire. Et puis bien sûr, certains, comme Trump le fait tout le temps, lui et ses proches, vont en profiter autant qu'ils le peuvent en spéculant sur la hausse, la baisse et la volatilité des prix. Mais il y a une chose en ce moment qui les inquiète tous énormément. J'ai vérifié toutes les sources que je connais dans le domaine du pétrole à ce sujet. Le New York Times a même publié un article à ce sujet, même si, franchement, l'article du New York Times était un peu confus. C'est exactement ce dont je viens de parler. La capacité de la Chine aujourd'hui, grâce à sa position économique extrêmement solide, à influencer les marchés pétroliers d'une manière totalement inverse à ce que tout le monde imaginait. En clair, Pékin peut dire « je n'achète pas ce pétrole » ou au contraire « je vais l'acheter et je vais l'acheter à l'Iran, je vais me le procurer là-bas » ou toute autre combinaison de ce genre. Que ce soit en se retirant du marché ou en y entrant massivement, la Chine peut peser de façon importante sur les cours du pétrole. Au point même que le WTI et le Brent connaissent des variations fortes, des hausses et des baisses, comme on en voyait autrefois que lorsque l'OPEP ou un acteur comme la Russie décidait de dire « je retire du pétrole du marché » ou « je fais ceci » ou « je fais cela ». Et devinez quoi? La Russie vient de faire la même chose. Elle vient de refuser d'exporter du diesel. Et devinez de quoi les États-Unis vont manquer sérieusement à la fin du mois de juillet. De diesel. Poutine a dit, le diesel, c'est uniquement pour un usage interne. Il ne sera pas mis sur le marché. Alors, États-Unis, où allez-vous trouver votre diesel? Vous ne pouvez pas le raffiner, pas dans les quantités dont vous avez besoin. Et vos routiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et vos besoins en diesel pour l'agriculture, pour les fermes et tout le reste. S'ils arrivent même à faire tourner leurs exploitations. On parle du fait que Donald Trump semble complètement inconscient de tout ça, je pense. Et c'est parce qu'il a un cabinet qui est soit totalement à côté de la plaque, soit trop effrayé pour lui en parler. Du coup, il n'y a aucune action positive engagée. Et même si une action était lancée, elle risquerait d'ajouter encore au drame de l'effondrement. C'est ça, la vision d'ensemble. Malgré tout le vacarme autour du Golfe, le vrai enjeu de ce conflit est double. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, et l'Iran ne renoncera pas à ce contrôle, peu importe la manière dont on essaye de tourner la question. Si vous forcez Oman à se ranger de votre côté et à adopter votre position concernant ce détroit, celui qui longe leur côte, vous n'empêcherez pas l'Iran d'y exercer son influence. Et plus le temps passera, plus cette influence grandira, si c'est bien le pivot central de leur stratégie, leur point d'appui avancé, et qu'ils estiment devoir le faire.
ils le feront. Le point d'appui arrière de cette stratégie, ce n'est pas la levée des sanctions, ni les réparations, ni tout le reste. Le fond du problème, c'est le programme nucléaire. Et devinez quoi? Nous ne faisons absolument aucun progrès sur le programme nucléaire. Il faut se poser la question, est-ce que Ted Postol a raison? Ou bien ce sont les autres qui ont raison quand ils disent que l'Iran a pris sa décision et qu'il pourrait construire une arme nucléaire? Peut-être même qu'il en a déjà construit une et qu'il la garde en réserve en attendant que cela ait un sens, en attendant de voir ce que Netanyahou va faire avec son propre stock ou peu importe. Mais ce sont là les deux points essentiels. Ce sont comme deux verrous, le détroit d'Ormuz et son contrôle, que les États-Unis n'ont absolument pas réussi à reprendre, et ce bombardement n'y change rien. Et puis le programme nucléaire, qui était censé être l'objectif final de Trump, mais qui, à mon avis, est désormais hors de portée. Hors de portée. Donc, on a échoué. La guerre est perdue. Nuri, quel serait ton contre-argument face à ceux qui continuent de plaider pour l'invasion de certaines de ces îles dans le golfe Persique? Et le général Mackenzie, il y a à peine 2 jours, a déclaré que l'une des meilleures options pour les États-Unis serait d'aller sur l'île de Hark ou sur d'autres îles du golfe Persique. À partir de là, il pourrait influencer le détroit d'Ormuz, voire en prendre le contrôle. Je pense que c'est un peu comme dire que les pompiers français, en train de combattre le plus grand incendie de forêt jamais vu près de Paris, ne font pas face à un phénomène lié au changement climatique. Autrement dit, êtes-vous déjà allé sur l'île de Kesh? Vous avez déjà connu les températures que vous allez rencontrer? Vous avez déjà opéré dans le régime que vous allez affronter? Et d'ailleurs, montrez-moi les troupes que vous avez pour faire ça. Parce que, moi je peux vous dire qu'il y en a très peu. À part les forces spéciales, qu'on a déjà mobilisées au maximum et déployées partout dans le monde, on n'a pas les effectifs pour ce genre d'opération. Et qu'est-ce que vous allez faire quand ces soldats se retrouveront dans un climat et un environnement où ils n'ont jamais servi de toute leur carrière, où même les officiers généraux et les autres responsables n'ont jamais opéré, et qui est franchement d'un style. Et vous comprenez bien, si vous regardez la zone du Koweït juste en dessous de Bassora, jusqu'à Mascate, et que vous dites qu'il y avait là autrefois 70 millions d'habitants, et qu'aujourd'hui il en reste peut-être 30 millions tout au plus, dont beaucoup cherchent à fuir. Alors vous mesurez l'ampleur de la dévastation dans ce couloir. C'était un point clé de la capacité des États-Unis à influencer non seulement le Golfe, mais toute la région. C'est fini, c'est perdu. Et ces images que vous montriez de la Jordanie, ce ne sont que des exemples de ce que l'Iran pourrait faire s'il le voulait, s'il décidait de viser d'autres cibles disponibles, des cibles militaires, et de les neutraliser. Mais imaginons qu'ils élargissent ce champ d'action aux cibles économiques, celles qu'ils ont déjà repérées et sur lesquelles ils ont des renseignements précis. On parle de catastrophe. On parle d'une catastrophe mondiale, une vraie catastrophe pour l'économie mondiale. À part peut-être, même si eux aussi seraient touchés, c'est évident, la Russie et la Chine. Parce qu'en ce moment, elles sont un peu à l'abri de ces effets et capables d'y faire face. La Russie, parce qu'en quelque sorte, elle y fait face depuis le début de l'opération militaire spéciale. Et la Chine, parce qu'elle a une profondeur stratégique et économique immense. Eux, ils peuvent tenir. Ils peuvent traverser ça, essentiellement grâce à leurs propres ressources, leur propre marché, leur population, leur système. Nous, non. Et le reste du monde non plus. En ce moment, les Européens, les dirigeants à Berlin, à Paris, à Helsinki et ailleurs, suivent tous la même partition,
celle qui dit « je me suicide ». Je me suicide soit par ma russophobie constante et les conséquences qu'elle va entraîner, soit parce qu'à la fin, Poutine en aura assez d'eux et qu'il attaquera une cible de l'OTAN. Et là, l'article 5 sera déclenché et on verra qu'il ne vaut pas grand-chose. Dieu seul sait ce que ça fera à l'appétit de la Russie pour aller plus loin. Je ne pense pas que ça le stimulera, mais c'est possible. On pourrait bien obtenir ce qu'on a souhaité. Un Poutine en chasse, présent dans plus de zones de l'OTAN qu'aujourd'hui, avec des moyens et des munitions considérables pour le faire. Poutine pourrait lancer une attaque uniquement avec ses missiles, pas nucléaires, juste des missiles, qui dévasteraient ces pays, les dévasteraient complètement. Hier, Donald Trump a déclaré qu'il allait imposer 20% dans cet échange pour la plupart. Il va être... No Membersporth and Cessna list Stefano. Je veux voir le destroyer ou le croiseur qui entre là-dedans pour récupérer. Je veux le voir. Oui, aujourd'hui, il a dit qu'il ne prendrait pas 20% pour les navires qui traversent le détroit d'Ormuz. À la place, il veut obtenir des investissements et des contrats commerciaux des pays du Golfe. Et c'est à eux de compenser. Je ne sais pas trop. Imaginez, vous déclenchez une guerre. Et maintenant ces pays en font partie. Ils se battent, ils sont frappés par des missiles iraniens, et vous voulez qu'ils investissent dans votre pays. Quel sera le résultat pour les pays du CCG? Israël n'est plus là. C'est Israël qui a commencé cette guerre. Ils n'en font plus partie maintenant. Et les États-Unis, avec les pays du CCG, sont en train de combattre l'Iran. S'il reste encore un pays du Golfe, Nima, alors peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui négocier. Mais j'en doute. Je ne pense pas qu'il reste grand monde à Bahreïn. Vraiment pas. Et je commence aussi à douter sérieusement du nombre de personnes encore présentes au Qatar, ou même dans ce qu'on peut appeler la zone des installations américaines, y compris en Arabie Saoudite. Et maintenant, je n'en ai même pas encore parlé, une déclaration claire des Houthis disant qu'ils sont de retour dans la bataille et que la mer Rouge va bientôt devenir une zone intenable. Bab el-Mandeb et l'oléoduc saoudien seront détruits. Riyad doit être en train de trembler en ce moment parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de réagir de façon significative et efficace. Et si les Houthis sont encore ne serait-ce qu'une ombre de ce qu'ils étaient, ils vont ravager toute la région. Oui, toute la région sera dévastée. La mer Rouge sera fermée. Et là, on se retrouvera avec un autre détroit essentiel au commerce. Pratiquement entre les mains de ceux qui affirment être prêts à tout pour bloquer l'aide à Israël. En clair, ça veut dire « je vais bloquer le trafic en mer Rouge ». Oui. Vous savez, quand hier l'Arabie Saoudite a décidé d'attaquer le Yémen, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête en ce moment? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ont-ils besoin de faire ça maintenant? Ils connaissent les capacités des Yéménites. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils savent que leur oléoduc est en danger. Ils savent que s'ils perdent cet oléoduc et que l'Iran décidait de frapper d'autres cibles en Arabie Saoudite, des cibles purement économiques, en clair, le pétrole et tout ce qui y est lié, ce serait fini pour eux. La maison des Saouds devrait alors faire ce que Turki Al-Faisal m'a un jour dit autour d'une table de déjeuner. Prendre nos dattes, notre alcool et retourner dans le désert, dans nos tentes. Vous voyez, on pourrait bien assister à la fin de la maison des Saouds avec l'Iran comme principal acteur de ce scénario. Il y a là quelque chose d'un peu biblique, presque. Je veux dire, on parle du monstre que nous avons en quelque sorte créé, celui qui est devenu l'Iran, et du fait que nous obtenons ce que nous voulions, mais pas du tout de la manière dont nous l'avions imaginé.
À la place, nous avons fait de l'Iran ce qu'il était sous le Shah, l'hégémon du Golfe. Sans notre contrepoids à cette hégémonie, on va produire un État très très puissant dans une région cruciale du monde qui, à cause de nos erreurs stratégiques et de l'imbécilité de Donald Trump, est totalement opposé à l'Empire. C'est ça qu'on est en train de créer. Voilà les conséquences de tout ça, s'il y en a. Si on ne part pas sur le nucléaire et qu'on évite une vraie explosion, ce sera ça, les conséquences. Nous aurons créé en Iran ce que nous prétendions depuis le début, sans vraiment de justification à cette prétention. Un État totalement opposé, d'une importance majeure dans la région du Golfe Persique face à l'Empire, et allié, tenez-vous bien, à la Chine et à la Russie. Et peut-être qu'une fois tout ça terminé, quand les choses se seront calmées avec la Turquie, on verra bien. Here is what Donald Trump tweeted, Larry, moments ago. Voici ce que Donald Trump vient de publier sur Twitter. Larry, il y a quelques instants. Le pétrole coule comme jamais auparavant, grâce à la puissance incroyable de l'armée des États-Unis. Un salut particulier au secrétaire à la guerre Pete Hegseth, au chef d'état-major interarmé Dan Kane et au commandant du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper. Grâce à eux et à tous les membres de la force militaire la plus puissante du monde, le détroit d'Ormuz est ouvert à tout le trafic maritime, sauf pour l'Iran. Et c'est à cause de leurs mensonges, de leur violence et de leurs agissements malveillants qui les mènent sur la voie de la destruction totale. Voilà donc ce que Donald Trump a tweeté. Et il annonce un blocus total, mais uniquement pour les navires qui vont ou viennent des ports iraniens ou qui transportent des marchandises liées à l'Iran. En gros, il rétablit le blocus contre l'Iran dans le Golfe Persique. Je ne vois pas très bien comment cela pourrait être considéré comme libre pour les autres pays. I don't know how is that going to be free for other countries. Donald Trump est la principale voix de la campagne de guerre psychologique menée par la CIA, le MI6, le Mossad et d'autres encore. Une campagne d'abord dirigée contre l'Europe, mais qui se déplace maintenant largement vers l'Asie du Sud-Ouest. Et c'est lui, la voix principale de cette opération. Dans ce genre de campagne, ce qu'on fait, c'est qu'on observe la réalité, si on arrive à la percevoir. Parfois, je pense que Donald Trump a du mal à le faire, mais il a autour de lui des gens qui y parviennent un peu. Et ensuite, on dit exactement le contraire. C'est ça, la guerre psychologique. On regarde le rouge et on déclare au monde que c'est du bleu. On regarde le rose et on affirme que c'est du rouge écarlate. On regarde la réalité et on la présente au monde comme une illusion. C'est exactement ça, cette campagne de guerre psychologique qu'on mène sur tout le front ukrainien et en Asie du Sud-Ouest. Raconter des mensonges et essayer de les rendre crédibles. Malheureusement, les faits finissent toujours par nous sauter au visage et par démentir ces mensonges. Combien de mensonges Nima Donald Trump a-t-il raconté? Rien que sur l'Iran, combien de fois a-t-il menti aux Iraniens, au peuple américain, aux Européens, aux habitants du Golfe? Combien de mensonges a-t-il dit et combien ont été découverts? Et a-t-il seulement eu le moindre sentiment d'avoir mal agi? Non, il continue simplement à mentir. Et c'est exactement ce à quoi on assiste ici. Malheureusement, ces mensonges vont sans doute finir par se retourner contre lui, et de façon sérieuse, à la fois sur le plan intérieur et sur la scène internationale. Si les précédents ne l'ont pas encore rattrapé, ceux-là, à mon avis, le feront. Et ce fait, ne me schmeids qui jamais de college juste. Moi non plus. C'est une remarque vraiment, vraiment pertinente. Je cherchais un peu comme ça. Rien ne sortait. Oui, il faut aussi se poser la question soi-même. Je lis ces gens qui font l'éloge de Lindsey Graham, l'un des pires, à mon avis, américains qui ait jamais marché sur cette terre. Lindsey Graham dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Et vous savez, dans une certaine mesure, j'ai connu Lindsey Graham d'assez près,
à travers mon père, qu'il avait beaucoup soutenu quand il s'est présenté pour la première fois à la Chambre des représentants. C'est comme ça. On voit ces gens faire son éloge, et franchement, ça donne envie de vomir. Et pourtant, il y en a qui le font. Et il y en a encore qui adhèrent aux principes de base du mouvement MAGA. Et pourtant, tout ce que représente MAGA a été complètement déformé, vidé de sa vérité, par son principal leader, Donald Trump. Et malgré tout, plus de 40 millions d'Américains y croient encore. Et là, on se demande vraiment où on va. His reaction to Lindsey Graham. Sa réaction à Lindsey Graham, il a donné une interview sur Fox News, sur CNN. On voit à quel point il est triste. Il a dit qu'il avait perdu quelqu'un de très important parce que cette personne était vraiment différente pour lui. Il pouvait négocier, discuter, faire tout ce qu'il fallait, aussi bien avec les démocrates qu'avec les républicains. C'était un facilitateur pour Donald Trump. Il l'aidait énormément, comme il l'a dit dans cette interview. Et je comparais simplement sa réaction à l'assassinat de Charlie Kirk. Quand on lui a demandé « Qu'est-ce que vous ressentez à propos de Charlie Kirk ?» Il a été assassiné, il a répondu « Je me sens bien ». Regardez cette salle de réception que vous construisez ici. Ça va être un bâtiment incroyable. Il n'a pas vraiment répondu à la question, en fait. Mais quand on parle de Lindsey Graham, on voit à quel point Donald Trump était proche de lui. Et ce qu'il ressent aujourd'hui à son égard, quand on pense à toute l'histoire entre eux, à toutes ces disputes qu'ils ont eues. Mais au fond, Lindsey Graham fait partie de l'establishment. Et Donald Trump aussi, maintenant. Le Donald Trump version 2.0, c'est plus du tout le même que le 1.0. À mon avis, ils l'ont récupéré. Ils ont avalé Donald Trump et son administration avant même qu'il soit élu. Je pense qu'il y a une affinité étonnante. Ça va peut-être vous surprendre, mais je crois qu'il existe une affinité remarquable entre Lindsey Graham et Donald Trump, forgée dans le feu de l'affaire Epstein. C'est comme ça que je l'expliquerai. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à révéler sur Lindsey Graham, si jamais elles sortent. Mais j'en doute fortement, parce que je connais mon état natal. Ils feront tout pour cacher ce qui pourrait sortir sur Graham en général et sur Epstein en particulier. Et je crois que c'est ça, plus que tout le reste, qui a soudé Trump et Graham. Leur complicité, leur culpabilité, révélée par leur vie personnelle, telles qu'elles apparaissent dans les dossiers Epstein. Ça a forgé, disons, une camaraderie faite de culpabilité et de peur. Mais c'est ça qui a forgé, en grande partie, cette relation tardive entre l'homme qui a traité Donald Trump d'idiot et celui qui a traité Lindsey Graham d'idiot. Un peu comme Ted Cruz et tous les autres. En politique, comme en amour et en guerre, tous les coups sont permis. Mais quand même, certaines des choses qu'ils se sont dites étaient vraiment ignobles. Et puis se réconcilier à ce point, politiquement et autrement, ça s'est fait dans le feu de l'affaire Epstein. Et là, il y a beaucoup de choses dont on ne sait rien. Aucune information, rien du tout. Et on n'en saura sans doute jamais plus. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Vous savez, on cache encore des faits et des événements liés à l'assassinat de Kennedy, des deux Kennedy, Bobby et John, et à celui de Martin Luther King. On cache encore des choses qui étaient très directement liées à ces assassinats. Et c'est quelque chose que les Américains ont du mal à accepter. Ce sera pareil avec cette affaire. Donald Trump a créé, si on existe encore assez longtemps, tout un terrain fertile pour creuser dans ce genre d'histoire. Je doute qu'on connaisse un jour toute la vérité sur les dossiers Epstein, parce qu'il y a tellement de gens puissants et influents partout dans le monde, et aussi aux États-Unis qui sont impliqués. Pas seulement le prince Andrew, tu vois, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, peut-être. Il y a beaucoup de monde. Je pense à des philanthropes, à des humanitaires,
à tous ces gens qui parcourent le monde avec des millions de dollars pour faire le bien et qui ont fait de cette île un endroit où il fallait aller. Made the island a place to visit. Benjamin Netanyahu, Larry in Hebrew, Benjamin Netanyahu, Larry parlait en hébreu devant un public israélien. Il a dit, « Je dirais aux dirigeants iraniens, ne partez pas du principe qu'il y aura la paix si vous nous attaquez. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a peur que l'Iran les attaque en ce moment? Voyons peut-être quelle est son évaluation. L'Iran se prépare à une forme d'attaque. Je pense que oui. Je pense que oui. Et je crois que c'est justement pour ça, d'un point de vue tactique, qu'il veut garder sa position au Liban et qu'il ne veut pas respecter les accords. Même s'il participe aux discussions, il ne s'y conformera pas, parce qu'il a besoin de rester en quelque sorte entre la capacité du Hezbollah à l'attaquer et celle de l'Iran. Il a vu à quel point c'était dévastateur auparavant et il ne veut pas revivre ça. Donc il va rester là où il est au Liban, voire peut-être s'étendre un peu. Et on sait maintenant, je lisais la presse libanaise l'autre jour, et je pense que c'est assez fiable, combien de civils libanais qui n'ont rien à voir avec le Hezbollah ont été tués par les forces israéliennes. C'est terrible. It's awesome. Tu sais, c'est vraiment lui, le ministre de la Défense d'Israël, Israël Katz. C'est lui qui a dit ça. Il a dit qu'ils avaient tout détruit dans le sud, tous ces villages, ces villes, Rafah. Il a appelé ça le modèle de Rafah. Et maintenant, ils appliquent ce modèle de Rafah au Liban, en Syrie. Ils font la même chose, Larry. Et ça, c'est... Yeah. Aujourd'hui, il y a eu une réunion entre le gouvernement libanais et les Israéliens. Il semble que les États-Unis travaillent sur un protocole d'accord entre le gouvernement libanais et les Israéliens. Et encore une fois, tout tournait autour du désarmement du Hezbollah. Ce ne sont pas des solutions concrètes face à la situation actuelle. These are not practical sort of solutions for what's going on. We won't be satisfied until we, being Nous ne serons pas satisfaits. around Trump, C'est-à-dire, les gens autour de Trump ne seront pas satisfaits. Tant que le gouvernement libanais ne tirera pas sur chaque membre du Hezbollah au Liban. Et ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Ils n'ont jamais pu le faire auparavant. Ils n'ont jamais voulu le faire. Peut-être que quelques-uns de leurs dirigeants l'ont voulu. Oui. Mais là, on parle de replonger dans une guerre civile amère et dévastatrice. Si tant est qu'on puisse encore faire du mal au Liban, qu'on a déjà presque détruit. Et je sais que même ceux qui sont favorables aux États-Unis, qui veulent aider Washington au Liban, et qui espèrent peut-être, en aidant, éliminer la capacité du Hezbollah à infliger à Israël la douleur qu'Israël fait subir au Liban, je ne suis même pas sûr que ça changerait quoi que ce soit. Vraiment, je ne le crois plus. Je pense qu'Israël est allé si loin maintenant qu'il doit aller jusqu'au bout ou être détruit. Et quand je dis aller jusqu'au bout, je veux dire qu'ils veulent le Liban. and when I say finish the job, I mean they want Lebanon. And the United States would welcome them having Lebanon. Et les États-Unis accueilleraient volontiers qu'ils prennent le Liban. Le régime actuellement au pouvoir serait ravi qu'Israël ait le Liban. Je pense que le gouvernement libanais, les mêmes personnes qui en font partie, le savent très bien. Et donc, ils sont vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Est-ce qu'on reste du côté des États-Unis, avec l'aide qu'ils nous apportent, et qu'on essaie, d'une manière ou d'une autre, de composer avec Israël pour éviter qu'ils ne prennent complètement le contrôle? Ou est-ce qu'on s'effondre? Est-ce qu'on replonge dans la guerre civile? Et je ne pense pas. Enfin, franchement, je pense qu'Israël se retrouverait dans à peu près la même situation qu'en 82. Il ne gagnerait pas cette guerre. Le Hezbollah en sortirait renforcé. Et au bout du compte, des Libanais, qui n'ont aujourd'hui rien à voir avec le Hezbollah, finiraient par rejoindre ce camp. Et on se retrouverait avec une guerre entre les Israéliens et les Libanais, si on peut dire, de manière générale. The Lebanese, if you will, in general.
People say no, they can never get together. Those factions would Les gens never get disent together. non, jamais Well, ils ne s'uniront. it could be amazing Ces what factions could ne happen s'uniront if the jamais. states existentially threatened. Eh bien, vous seriez surpris de voir ce qui peut arriver quand votre pays est menacé dans son existence et que vous ne voyez aucune autre issue. Et qu'adviendrait-il de cette immense ambassade, à plus d'1 milliard de dollars, qu'on vient de construire au Liban, essentiellement pour permettre au MI6, au Mossad et à la CIA de s'infiltrer dans toute l'Asie centrale? On la perdrait sans doute, mais on va perdre bien plus que ça. On va perdre beaucoup dans la région. Comptez la plupart de nos installations en Asie du Sud-Ouest comme perdues, détruites, ou bien le pays hôte, s'il lui reste encore quelque chose, nous mettra dehors. Hier, un reportage sur CNN disait que les États-Unis auraient utilisé entre un tiers et la moitié de leur stock de munitions essentielles pendant la guerre, ce qui soulève des inquiétudes sur d'éventuelles pénuries à venir. Le problème, ce n'est pas seulement la production, c'est aussi la question des terres rares, Larry. Oui, la semaine dernière, je ne sais pas si tu as entendu, mais la Chine a arrêté de vendre des terres rares au Japon. Oui, la Chine est aujourd'hui autosuffisante. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais je pense que ça peut durer assez longtemps. Leur industrie, à l'intérieur même du pays, combinée aux partenaires qu'ils ont, comme la Malaisie, le Vietnam et d'autres, suffit à soutenir leur croissance économique. Ils n'ont pas besoin de l'Occident. Alors, quand on dit que la Chine doit vendre ses produits, c'est complètement faux. La Chine n'a pas besoin de les vendre. Elle peut se maintenir toute seule dans la plupart des cas. Et dans les rares cas où elle a besoin d'acheteurs extérieurs, elle peut en trouver. Ça s'appelle le pouvoir économique. Être la première économie du monde. Pensez-vous que Donald Trump savait que l'Arabie saoudite allait attaquer l'Iran ou le Yémen? Parce que Axios a rapporté que Donald Trump avait parlé avec MBS. Il lui aurait dit « Tu auras tout mon soutien. Vas-y, frappe la cible au Yémen. » Vous voulez savoir la vérité. D'après ce que me disent mes amis, et je ne suis pas sur place, donc je ne peux pas le vérifier moi-même, je pense que quelqu'un comme Pepe Escobar pourrait le faire. Les Houthis n'ont jamais arrêté, et les Saoudiens non plus. Il y a en permanence une guerre qui couve, qui ne s'éteint jamais vraiment. Les Saoudiens font leur petit jeu sournois, et les Houthis répliquent ou font tout ce qu'ils peuvent pour le contrer. Ça n'a jamais cessé. La guerre n'a jamais cessé. Tu sais que Lindsey Graham était en Ukraine parce qu'il parlait de soutenir l'Ukraine et qu'il a une résolution à ce sujet. Ils veulent envoyer plus de soutien à l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est une résolution bipartisane. Donald Trump a dit qu'il allait la soutenir et envoyer plus d'aide. Et il parle même de permettre à l'Ukraine de fabriquer, comme tu l'as mentionné au début de cette discussion, des systèmes Patriot directement sur place. J'espère que l'Ukraine va réussir à les améliorer. Parce que franchement, on ne peut pas inventer ça. Quand Postol te montre les vidéos, qu'il t'explique la balistique et la dynamique, tu vois bien, tu en as montré une partie, tu vois les missiles qui montent, sans explosion. Puis tu vois les missiles redescendre, et là, il y a la détonation. Si tu as vu toute sa série de vidéos, et je suppose que oui, tu vois celle où les missiles libèrent des munitions multiples. Ce sont des missiles balistiques qui, à une certaine altitude, larguent des sous-munitions. Et certaines de ces sous-munitions, c'est à peu près comme des grenades à main, ou peut-être, tu sais, un bâton de dynamite, quelque chose comme ça. Ce sont de petites charges, elles font des dégâts, mais sur une zone très limitée, et il y en a beaucoup.
Et puis il y en a d'autres, comme des obus de 155 mm qui frappent ces sous-munitions. Et ils touchent tous. Et je crois que dans la série de vidéos que j'ai regardée avec Ted, il y avait un Patriot, un PAC-2, je crois. Non, je pense que c'était un PAC-3, qui a vraiment atteint sa cible. À part celui-là, rien. Tout tombait. Tout touchait. Donc ce qu'on a là, c'est une technologie dépassée. Lockheed Martin, Raytheon, RTX, peu importe comment vous vous appelez, c'est une technologie obsolète. Vous allez faire différemment en Ukraine. L'Ukraine va-t-elle mettre ses compétences à profit pour rendre ce missile meilleur, plus efficace? Je n'en sais rien. Mais c'est dans 3 ans. D'ici là, du point de vue de Moscou, on aura peut-être déjà frappé l'OTAN avec des armes nucléaires. C'est une partie de la campagne psychologique, de la guerre psychologique. Ça n'a aucun sens. C'est totalement vide de sens par rapport à ce qui se passe en ce moment. La Russie se prépare, je pense, à remonter toute la ligne, probablement depuis la frontière avec la Biélorussie jusqu'à juste au nord d'Odessa. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Est-ce qu'ils veulent le faire? Est-ce qu'ils préparent ça avec des missiles de type Iskander, des frappes et tout le reste? Est-ce que ça s'annonce sanglant? Est-ce qu'ils tuent des civils? Je suis stupéfait, Nima, de voir à quel point ils visent avec précision jusqu'ici, qu'ils cherchent vraiment à réduire. Et Poutine a dit qu'il voulait le faire. Les pertes civiles. Où est-ce qu'on voit ça ailleurs? Certainement pas du côté ukrainien quand ils tuent des gens, et encore moins du côté des États-Unis ou de l'Iran. Je veux dire, certaines des cibles qu'on frappe en ce moment relèvent clairement de crimes de guerre. Et pourtant, on continue. J'ai l'impression qu'au Pentagone, Pete Hegseth en tête, et au Congrès, malgré les critiques des démocrates, on a décidé que désormais, nous sommes une nation impériale, sans aucun état de droit. Point final. Ni sur le plan national, ni sur le plan international. Il n'y a plus de constitution. Il n'y a plus de droit interne qui vaille quoi que ce soit. Et il n'y a plus de droit international, parce qu'on l'a tout simplement annulé. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. On va tuer des gens en haute mer. On va tuer des gens où qu'on veuille les tuer. Nous sommes, en tant qu'empire, engagés dans le métier de tuer des gens partout dans le monde. Vous imaginez à quel point c'est révoltant pour un homme qui a passé 31 années de sa vie dans l'armée? C'est écœurant pour moi. J'ai du mal à croire qu'à presque 82 ans, j'en sois arrivé à un moment où mon pays est devenu un hors-la-loi sur la scène internationale, dont le but est de tuer ceux avec qui il n'est pas d'accord. C'est ce que nous sommes. Non. On dirait que l'Iran est en train d'attaquer le Koweït, qu'il frappe des cibles là-bas en ce moment même. Oui, en ce moment. Et alors, est-ce qu'il reste encore quelque chose au Koweït? Apparemment oui, parce que le point, Larry, c'est que le ministre iranien des Affaires étrangères a dit hier que les États-Unis transforment tout le pays en base militaire. Ils déplacent du matériel, tu vois, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar et dans d'autres pays. Ce n'est pas seulement une question de base américaine. Ils sont partout. Et ils utilisent... Enfin, c'est comme ça que les Iraniens le perçoivent, d'après ce qu'a dit le ministre iranien des Affaires étrangères. Oui, je peux comprendre pour le Koweït, parce que le Koweït était notre principal centre d'accueil et de transit, le plus grand et le plus important. Il s'y passait pas mal de choses, et le gouvernement koweïtien a été très coopératif avec ce qu'on voulait faire. Mais Bahreïn, en ce moment, ça doit être un vrai casse-tête. Je me demande combien de personnes il reste à Bahreïn, à part le personnel américain. Et je me pose aussi la question pour les Émirats, et dans une certaine mesure pour le Qatar, parce qu'ils doivent avoir perdu environ la moitié, voire plus, de leur population.
et la plupart de ces gens sont essentiels au fonctionnement de l'État. Alors, est-ce qu'on est en train de prendre le contrôle de ces pays? So are we just taking over these states? Et hier soir, il y a eu au moins une trentaine de missiles et de drones qui ont frappé Bahreïn. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe à Bahreïn? Il ne doit plus rester grand-chose debout, non? C'est peut-être simplement la terre que les États-Unis utilisent. Je ne sais pas. Et les vies des gens qui vivent là-bas, on en parle. Eh bien, peut-être qu'ils ont simplement décidé que ce serait une manœuvre tactique logique. Si on est vraiment sérieux à propos de cette idée d'une guerre prolongée qui durerait indéfiniment. Peut-être qu'ils ont juste décidé de chasser la population, de prendre le contrôle du territoire et d'en faire une zone militarisée. Je veux dire, vous voyez, peut-être qu'on laisse la famille royale quelque part, histoire de pouvoir encore leur parler au téléphone. Mais à part ça, on possède leur pays. Le seul pays qui sans doute s'y opposerait vraiment, ce serait celui qui est impliqué dans ce commerce, et c'est Oman. Je ne pense pas que leur gouvernement accepterait, au final, ce genre de choses. Je sais qu'on les a forcé la main. On les a forcés à soutenir notre position sur les canaux du Sud et du Nord. On les a vraiment poussés à dire, plus ou moins, que oui, ils étaient d'accord pour qu'un côté revienne à l'Iran et l'autre à des pays comme Oman, et comment on s'en charge, ce genre de choses. Je ne sais pas où en sont les discussions à ce sujet, mais je ne crois pas qu'ils aient jamais conclu quoi que ce soit. Et comme je l'ai dit, les funérailles sont venues s'en mêler. Mais Oman, ce n'est pas comme les autres États. Ils subissent les caprices de l'Empire, mais ils les combattent autant qu'ils le peuvent, à mon avis. Je pense qu'ils aimeraient que le détroit soit enfin réglé, avec chaque partie contrôlant son propre canal. Il y a une enquête conjointe menée par Der Spiegel en Allemagne, avec The Insider et Le Monde en France. Il s'intéresse à la profondeur de la relation entre la Russie et la Chine, notamment en matière de systèmes de défense aérienne, de capacités défensives, de sécurité, et aussi à la question de Starlink. C'est un sujet crucial en ce moment pour les Russes, parce que tous ces drones utilisent Starlink pour frapper des cibles en plein cœur du territoire russe. Et ils appellent ça, Larry, avec un terme qui t'est bien familier. Ils parlent du nouvel axe du mal, parce que je me souviens. Il faut bien glisser un peu de ce langage maléfique là-dedans, hein? La première fois qu'ils ont utilisé ce terme, c'était sous l'administration Bush, l'Iran, membre de l'Axe du Mal. Et pourtant, l'Iran les avait aidés en Afghanistan. Et là, ils sortent en disant « Je vais te poignarder dans le dos et tu fais partie de l'Axe du Mal ». Et aujourd'hui, on a un nouvel axe du mal avec la Russie et la Chine. Franchement, Larry, quand on regarde la guerre en Ukraine, on voit bien que les Européens, avec les États-Unis, ne reculent pas du tout. Au contraire, ils redoublent d'efforts. Il n'y a aucun signe d'apaisement. Même le gouvernement français, Macron a dit qu'ils allaient permettre aux Ukrainiens de produire des armes françaises sur leur propre sol. Ce n'est pas un signe de recul, c'est clairement une escalade. Alors dans la tête des dirigeants iraniens ou russes, qu'est-ce qu'il leur reste, à part riposter ou continuer à se battre? Nous regardons exactement ce que j'ai à dire. Je m'y attendais. Je ne voulais pas m'y attendre. Je ne voulais pas prédire que ça arriverait. Je ne voulais pas que ça prenne cette tournure aussi sombre qu'aujourd'hui. Mais nous assistons à un déclin impérial, influencé par une montée, disons, impériale. Et j'emploie le mot impérial uniquement pour décrire l'hégémonie, le pouvoir et l'usage de ce pouvoir qui va avec. Nous voyons deux systèmes gigantesques entrer en collision. Mais l'un des deux
est en pleine ascension, et cette ascension s'accélère chaque jour, sur le plan militaire, à travers ces conflits, et surtout sur le plan économique, qui est l'élément le plus déterminant, tandis que l'autre s'éloigne peu à peu. And the other one drifting away. And this one that's drifting away, that's the demise is Et celui qui est en train de s'effondrer, celui dont la fin approche, se battra bec et ongles. Il utilisera tous les outils de propagande qu'il a à sa disposition. Ce sera une lutte perdue d'avance, mais nous allons la mener. Nous allons la mener. Nous allons la mener jusqu'à la mort. Et je crains que cette mort-là soit la différence entre le déclin impérial et l'ascension impériale du passé, qui, elle, ne s'est jamais conclue par un développement technologique capable de tout détruire. Juste ça. Je pense que nous irons jusqu'aux armes nucléaires, parce qu'au dernier moment de notre chute, nous jugerons qu'elle est imminente. Et donc, nous utiliserons l'arme nucléaire pour tenter d'arrêter cette chute. Et là, je crois que ce sera la fin. Je déteste donner à tout ça un ton religieux. Je déteste avoir l'air de prédire une fin du monde à la Nostradamus. Nostradamus type ends, but I think I was reading something the other Mais vous savez, je crois que je lisais quelque chose l'autre jour, où Newton aurait prédit la fin du monde en utilisant des méthodes scientifiques et tout ça. Et ça paraît absurde, mais ça ne l'est pas, parce qu'il y a une énorme différence. Ces choses-là sont déjà arrivées avant, avec l'Empire perse, avec l'Empire romain d'Occident, avec celui d'Orient, avec ce qui est devenu l'Empire byzantin, avec les Mongols, avec les Moghols, tout ça s'est déjà produit. Mais aucun de ces peuples n'avait les moyens technologiques de détruire le monde au moment de sa défaite. Nous, oui. Et ça, pour moi, ça change complètement la donne. Ce qu'on doit faire, ce n'est pas lutter contre cette montée et cette chute du pouvoir, mais apprendre à s'y adapter, à coopérer, à faire tout ce qu'on peut pour gérer les armes nucléaires et le changement climatique. Franchement, toute personne qui vit en France aujourd'hui et qui doute encore du changement climatique, faut vraiment qu'elle ait un problème. On perd des gens à cause de la chaleur. On perd des gens à cause d'incendies de forêt qu'on n'avait jamais vus avant. Et ça ne va faire qu'empirer, encore et encore, au fil du temps. J'y suis allé, j'ai fait les analyses, j'ai vu les études de cas, j'ai vu les simulations de ce qui se passe en 2050, en 2060. Et on y voit toutes les grandes puissances, postées à leur frontière sud, avec des mitrailleuses, en train de tuer des gens pour les empêcher de leur voler leur nourriture, leur eau et tout le reste. C'est là qu'on va. Et on ne le voit pas. On continue à jouer avec ces absurdités qui ne font qu'accélérer, aggraver et approfondir cette crise, et qui peut-être finiront par tous nous éliminer. On dirait que je parle comme Jérémie ou un prophète à évoquer les Israélites. C'est un peu ce que je ressens. Si on ne se réveille pas, si on ne prend pas conscience du danger des armes nucléaires et du danger de la crise climatique, on est tous fichus. Il y a peut-être quelque chose de religieux là-dedans. Oui, le Brésil ne sera pas accepté, peu importe à quel point vous êtes intelligent. C'est drôle, non? C'est drôle que le seul pays d'Amérique du Sud qui semble suivre la bêtise de Donald Trump, ce soit l'Argentine. Et l'Argentine est en finale de la FIFA. J'adore Messi. C'est pour ça que je porte le maillot du Barça. Mais il faut réfléchir à tout ça. Tout est lié. Oui, tout à fait, c'est lié. Merci Larry d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un vrai plaisir, comme toujours. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir, prends bien soin de toi, fais attention à toi. Au revoir. Bye-bye. Poigny.